Je ne peux rejoindre la vulnérabilité de l'autre que parce que je reconnais ma propre vulnérabilité dans la sienne. Voilà quelque chose qu'il ne faut jamais négliger, jamais oublier. Donc, c'est vraiment le b.a.-ba. Je dis ça parce que, encore une fois, victimes que nous sommes devant cette importation massive de concepts pseudo-éthiques venus des États-Unis sans analyse, sans expertise critique, nous pouvons courir le risque précisément de négliger cette dimension et de faire du sujet humain un sujet abstrait dont nous n'aurions qu'à respecter les simples volontés. Et là, du coup, c'est un sujet parfaitement abstrait, le sujet du droit d'ailleurs en tant que tel, auquel nous aurions affaire, et non pas le sujet souffrant tel qu'il est proposé dans le pacte de soins qui régit la relation médicale. Alors, les autres mots que je vous propose d'examiner rapidement et qui constituent ce que j'appelle la colonne vertébrale d'une pratique éthique avant même toute procédure de discussion et d'échange, c'est, pour commencer par lui, le mot de compassion. Alors, je choisis le mot de compassion, je ne suis pas fétichiste quant aux étiquettes que l'on donne aux concepts que l'on utilise. Certes, j'ai choisi dans un dernier petit ouvrage que je viens de publier de prendre ce mot, je l'ai intitulé du bon usage de la compassion, mais l'idée que je veux défendre ici, c'est, quel que soit le mot, le fait que, de toute manière, dans la relation de soins, il y a évidemment la spécification d'une attitude éthique beaucoup plus vaste, beaucoup plus générale, qui consiste à prendre soin de l'autre. Nous sommes les héritiers de civilisations diverses. Je n'ai pas le loisir ici de m'enfoncer dans ce qui serait pourtant pour moi un délice personnel, ce que nous devons aux traditions orientales, ce que nous devons aux traditions bibliques, ce que nous devons aux traditions grecques, mais à chaque fois, le prendre soin est présent. Le prendre soin de l'autre comme l'étranger, le prendre soin de l'autre comme le blessé, le prendre soin de l'autre comme le souffrant, justement. Et chaque tradition va, avec un vocabulaire qui lui est propre, bien souvent, rejoindre cette idée qu'il n'y a pas d'humanité possible sans sollicitude, sans pitié, et je peux énumérer les mots parce qu'ils sont très nombreux dans une sorte de compétition heureuse sur le plan lexical, à vouloir dire justement cette charité, cette commisération, cette miséricorde, cet altruisme, cette philanthropie. Et puis, dernière arrivée dans le langage mondialisé, le care. Vous savez, les éthiques du care qui... à mes yeux, d'importation américaine, reste un concept, je trouve, tout à fait pertinent, à la condition de ne pas les réduire, j'y reviendrai dans un instant, à un simple sentiment, à une simple sensiblerie, si je puis dire. Bref, la compassion, moi c'est le mot que je choisis, est une manière de marquer notre humanité. Vous aurez remarqué d'ailleurs que le mot d'humanité est susceptible de plusieurs significations. L'humanité, c'est bien sûr le genre humain. L'humanité aussi, c'est ce qui fait qu'un humain est un humain, comme on dit l'animalité de l'animal, l'humanité de l'humain. Mais enfin, troisième signification possible, l'humanité, c'est justement ce sentiment de bienveillance, de compassion qui nous pousse vers autrui quand celui-ci est dans la détresse. Et si ce sentiment n'existe pas, on peut dire que c'est l'humanité elle-même qui n'existe pas entre nous, et avec tous les désordres que, bien évidemment, l'on peut ici imaginer sans difficulté. Alors, pour dire un petit mot de cette compassion, et puisque le professeur Régis Aubry vient d'entrer dans la salle au moment où je commençais à en parler, j'ai plaisir à tout simplement vous renvoyer à l'excellent résumé que vous trouverez dans l'avis numéro 121 du Comité consultatif national d'éthique, dont il a été le rapporteur, parce que vous avez dans ce texte quelques pistes tout à fait judicieuses justement sur cette compassion. Et où il est dit en particulier que la compassion, les auteurs de cet avis n'ont pas eu peur d'utiliser le mot, même s'il est un petit peu détérioré aujourd'hui, je vais dire dans un instant pourquoi, cette compassion doit
en elle-même être toujours articulée à autre chose qu'elle-même. Je vais y revenir, mais j'en reste au point où j'en suis. Pourquoi je choisis le mot de compassion? Vous allez me dire, oh ben c'est parce qu'il est moins affecté, il est moins dégradé que le mot de pitié. Vous savez, dans la pitié, au sens contemporain, il y a souvent un petit sens de condescendance. Dans la réalité, si vous lisez Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui a beaucoup parlé, et à mon avis bien parlé de la pitié, c'est synonyme, compassion et pitié. Simplement, nous avons laissé les mots flotter quelquefois dans des directions telles que nous ne savons plus très bien comment les relever aujourd'hui. Je remarque simplement qu'un de mes collègues, Emmanuel Housset, a osé écrire il y a une dizaine d'années un petit livre qui s'intitule « L'intelligence de la pitié », où lui n'a pas hésité à utiliser ce mot de pitié. Parce qu'on peut délivrer la pitié de cette notion de surplomb, de cette notion de condescendance. Mais j'aime bien le mot de compassion parce que justement, il est bien formé. Cum, avec. Et cum, passion, ça veut dire que cum, je suis avec celui qui souffre. Non pas que je souffre de la souffrance dont il souffre. Ce serait d'ailleurs malsain, injurieux, et signe que l'on n'a pas gardé la juste distance. Mais je souffre du fait qu'il souffre. Ce n'est pas que je partage sa souffrance au sens où je diminuerais sa souffrance en soustrayant une portion, comme si prendre part à la souffrance, c'était prendre une part comme un gâteau qu'on diminue. Certes, je vais peut-être diminuer, même j'espère diminuer sa souffrance en étant présent à ses côtés, mais ce n'est pas parce que j'aurais soustrait une part de sa souffrance. C'est parce que réellement, j'aurais pris part à sa souffrance. Prendre une part, ce n'est pas prendre... C'est pas tout à fait la même chose que prendre part. Non, je ne prends pas une part, mais je prends part. C'est-à-dire que je suis atteint, je suis touché par la souffrance de l'autre. Et c'est cela, me semble-t-il, l'authentique compassion. Et c'est pourquoi, soit dit en passant, choisir le métier du soin, c'est-à-dire devenir un professionnel du soin et du soin médical. Il n'y a pas que le soin médical dans la vie, il y a le soin parental, il peut y avoir aussi le soin spirituel, le soin des âmes. Je ne néglige pas ici, par exemple, le rôle majeur que peuvent avoir les maîtres spirituels, ou tout simplement les accompagnants de Mounri. Mais tous prennent soin à leur façon, bien entendu. Mais le soin médical, c'est un soin tout de même qui exige que dans cette dimension éthique essentielle, il va y avoir précisément cette faculté à compatir. Alors, c'est pourquoi ce métier n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi, par exemple, moi qui vous parle, je suis probablement incapable de faire le métier que vous faites. Je peux peut-être en parler, mais une chose est d'en parler, autre chose est de le vivre sur le terrain. Donc, sans cette compassion, eh bien, il manquerait cette vertèbre dont je disais tout à l'heure qu'elle était essentielle pour forger cette colonne vertébrale éthique, justement, qui nourrit préalablement à toute discussion les échanges qui ont lieu dans une équipe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette compassion? C'est l'émotion, pour reprendre une définition classique du XVIIIe siècle, que nous sentons pour la misère des autres. L'émotion que nous sentons pour la misère des autres. Et l'auteur en question, Adam Smith, d'ailleurs, lui ne fait pas de détails, comme Jean-Jacques Rousseau à peu près à la même époque, il dit la pitié ou la compassion, c'est la même chose. C'est l'émotion. L'émotion, qu'est-ce que c'est que l'émotion? C'est un moteur. C'est d'ailleurs l'étymologie qui le dit. C'est ce qui va nous pousser à réagir et à agir. L'émotion que nous sentons, c'est un sentiment. Et si nous n'avons pas de sentiment, si nous sommes dans une froideur glacée, si nous sommes des gens qui appliquons des protocoles, qui regardons plus nos ordinateurs que nos patients, etc., eh bien, évidemment, le sentiment en question va diminuer. Et le sentiment d'humanité, celui dont je parlais tout à l'heure en évoquant le troisième sens de ce mot d'humanité, va évidemment ici s'effriter gravement. Pour la misère, alors la misère est un vieux mot peut-être, mais la misère c'est le malheur, c'est la détresse, c'est la souffrance, pour la misère des autres. Et c'est pourquoi d'ailleurs, parmi les concurrents lexicaux à la compassion, vous avez la miséricorde, c'est-à-dire ce fait d'avoir du cœur pour la misère. Ou encore, comme disait Spinoza, la commisération, le fait d'être avec l'autre dans sa misère, dans sa détresse.
et puis évidemment la misère des autres. Dans compassion, il y a aussi, excusez-moi d'éplucher un petit peu comme ça les mots, mais quelquefois ça permet, en pressant justement toute leur histoire, toute leur épaisseur, d'en faire saillir, d'en faire surgir les éléments essentiels. Dans compassion, il y a pâtir. Il y a le fait de pâtir, le fait de subir, de souffrir au sens large, mais tout simplement d'éprouver. Et cette expérience du pâtir, elle est définie par un Jean-Jacques Rousseau, par exemple, comme cette répugnance innée, dit-il, à voir souffrir son semblable. Oui, si nous n'avons pas cette répugnance innée à voir souffrir le semblable, alors nous avons perdu certainement beaucoup dans notre humanisation. Et il y a une tentation, et l'actualité fait que cette tentation forcément va prendre encore plus d'ampleur. Une tentation qui consiste à dire, puisque nous souffrons de la souffrance de l'autre, il faut éliminer cette souffrance. Mais par un raccourci assez douteux, et qu'avait pourtant dénoncé en son temps un écrivain fulgurant, comme l'était Georges Bernanos, je pense à un texte de 1938, on est en train de confondre le soulagement de la souffrance avec l'élimination du souffrant. C'est lui qui dit ça, et exactement avec les mots que je viens de prononcer. Et là, c'est ce que j'appelle aussi une vertèbre éthique importante, que celle qui consiste à ne pas confondre la compassion avec je ne sais quelle idée que la vie de quelqu'un serait de trop, parce que justement, pour combattre sa souffrance, nous n'aurions pas d'autre moyen que de l'inviter, surtout s'il le demande par moment, à déguerpir. Je le dis un peu brutalement, évidemment. Mais cette répugnance innée à voir souffrir l'autre, encore une fois, n'est pas le fait de s'identifier avec la souffrance de l'autre. Ça n'est pas une fusion spéculaire qui est ici engagée dans la compassion, parce qu'en réalité, je ne peux qu'imaginer cette souffrance. Je ne peux pas me mettre à la place. Si je me mets à la place, c'est que je suis hystérique. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose de psychiatrique qui est en train de se jouer. Ou alors, peut-être, dans des expériences extrêmes, enfin, il faut être armé pour ça, et je ne le suis pas, et peut-être que vous l'êtes, mais pas moi, être capable, comme saint François d'Assise, de recevoir des stigmates dans sa chair parce qu'on va épouser la souffrance du Christ. Mais enfin, laissons les mystiques et les hystériques à leur place, ce n'est pas la même catégorie, je m'empresse de le dire tout de même, encore que quelquefois il puisse y avoir des ponts, mais nous sommes, nous autres, êtres humains tout court et soignants en particulier, dans cette dimension qui consiste à éprouver, non pas la souffrance, mais d'être éprouvé par la souffrance, d'être touché, d'être atteint par la souffrance. Voilà déjà un élément concernant la compassion. Je voudrais également dire évidemment un mot de la dignité. Parce que ce mot, il est étrangement absent du vocabulaire importé de l'éthique nord-américaine. Et là, autant je me réjouis de voir la manière féconde dont les éthiques du Caire peuvent venir renouveler la pensée philosophique et la pensée offerte à tous les citoyens par du même coup, autant je suis inquiet de voir que cette dignité est aujourd'hui fort brocardée. D'une part, il y a un courant très fort qui dit il ne faut pas parler de dignité parce que c'est un moyen paternaliste de dire que l'homme ayant une valeur absolue, ça signifierait indirectement que sa liberté est seconde et qu'elle ne vaut pas grand-chose. L'essentiel, c'est de respecter sa dignité. Et au nom du respect de la dignité, on va nier sa liberté. Je le dis très succinctement. Mais aux États-Unis, certains courants vont jusqu'à dire qu'il faut balayer le mot de dignité, ne plus l'utiliser parce qu'il est une manière de dévaluer la seule valeur qui compte et qui serait l'autonomie. Je n'en crois rien. Je crois qu'une fois de plus, ce qu'il convient de faire, c'est d'articuler
toujours et encore. C'est un peu comme si tout à l'heure j'avais dit la compassion suffisait à elle seule, mais non, mais pas du tout. Et comme l'a très bien rappelé l'avis numéro 121, la compassion à elle seule, par exemple, ne peut pas donner une morale. Le sentiment, c'est très bien, mais il faut l'articuler avec des principes, l'articuler avec la raison. Une émotion qui serait déconnectée des principes de la morale est une émotion qui court à sa perte. Ça a été, à mes yeux, le risque d'une formule de l'avis du Comité consultatif national d'éthique de l'an 2000, l'avis numéro 63, quand il avait déconnecté les principes de la raison discursive et la solidarité liée à la compassion. Là, c'est fichu. Si on n'articule pas les choses, eh bien, on est sûr d'aller au désastre. Parce que la compassion à elle seule ne suffit pas pour trouver l'attitude juste. Prenez l'exemple de la fable de La Fontaine, l'ours et son ami jardinier. L'ours, il est plein de compassion pour son ami de jardinier. Le jardinier ne peut pas dormir parce qu'il y a une mouche qui est sur son visage. Alors, dans un grand élan de compassion, l'ours prend un pavé, jette le pavé sur la mouche, tue la mouche et écrase le crâne du jardinier. Donc on voit bien que ce n'est pas parce qu'on est compatissant ou compassionnel, il faudrait dire ici, que le geste qu'on va avoir soit juste. Donc, comme à chaque fois, c'est l'articulation qui l'emporte. Émotion et raison ne peuvent pas être séparées. Une émotion seule est dangereuse, une raison seule est froide et douteuse. Mais de la même façon, quand il s'agit de la dignité, une dignité qui nierait la liberté du sujet serait évidemment honteuse et paternaliste. Mais une liberté qui nierait la dignité du sujet serait également très écervelée et nous ferait manquer sans doute l'essentiel. Alors je voudrais... Combien de temps vous me laissez, Madame la Présidente, avant ? Combien ? 5 minutes, c'est bien, c'est bien. 5 minutes. Je voudrais, oui, parce que quand je suis emporté par mon élan, il faut qu'on me contrôle, oui. Je voudrais dire un petit mot de cette dignité qui fait l'objet, évidemment, d'une querelle sémantique qui, je dois le dire, est en train d'évoluer favorablement. Vous connaissez tous l'expression « mourir dans la dignité ». Vous savez tous aussi qu'elle est utilisée soit pour devenir synonyme de, allez, disons-le tout de suite, euthanasier quelqu'un, mais aussi qu'elle est revendiquée, et c'est mon cas depuis au moins 20 ans, pour dire que mourir dans la dignité, ça veut dire mourir en étant respecté comme une personne humaine jusqu'au terme de sa vie, sans que nécessairement on ait besoin de commettre un geste létal sur cette personne. Donc le mot de dignité peut être utilisé dans différents emplois, et pour faire très très bref, même si dans mes ouvrages je me suis exprimé évidemment beaucoup plus longuement, disons qu'il y a d'une part une dignité intrinsèque à l'être humain, celle que reconnaît la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui indique que la dignité est au fondement des autres valeurs qui vont constituer les droits de l'homme. Et d'ailleurs, le préambule ne s'y est pas trompé, il a installé la dignité au poste de commandement, considérant la reconnaissance inhérente de la dignité de tous les membres de la famille humaine, etc., comme le fondement de la liberté, de la paix et de la justice. Autrement dit, les déclarants de 1948 n'ont pas hésité à donner à la dignité la prééminence, y compris sur la liberté. Et donc c'est un point important dans des colloques auxquels il m'est arrivé de participer, rencontrant évidemment des contradicteurs sur cette question. Certains ont fini par me dire, au moins en coulisses, ils ne l'ont pas toujours dit devant le micro, oui, il faudrait changer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, alors bien du plaisir, là, si on s'y met, moi je ne sais pas si je serai encore de ce monde, mais j'essaierai d'être présent au débat. En tout cas, en effet, ça gêne une expansion indéfinie de soi, qui est un peu dans la logique présente d'un sujet qui demanderait toujours plus, avec cette conséquence un peu terrifiante et qui justement pourrait conduire à supprimer cette colonne vertébrale éthique dont je ne cesse de parler depuis cette intervention, et qui est que précisément le soignant n'est pas un prestataire de service dans une société consumériste qui ne devrait que refléter des décisions qui seraient souverainement prises par un patient. Si tout à l'heure j'ai osé dire d'une façon qui a pu paraître provocatrice que ce n'était pas le soigné qui était au centre du dispositif, mais la relation du soignant et du soigné, c'est que précisément le soigné, il fait ce qu'il veut, s'il le veut, mais s'il est sans un soignant, il n'est plus soigné, il est autre chose, il est un sujet individuel, et là, je n'ai rien à dire. Mais s'il est installé dans le pacte de soins, s'il est installé donc dans ce pacte de confiance, s'il est installé dans une relation où on est ensemble, où on est avec, d'où mon choix de cum, compatir, eh bien, à ce moment précis,
nous ne pouvons plus considérer que la décision, elle est simplement celle d'un patient tout seul. Et d'où la nécessité, en effet, d'une relation collégiale où non seulement l'équipe va réfléchir en son sein, chacun de la place qui est la sienne, mais aussi avec les proches, mais aussi avec, bien entendu, le patient. Donc la dignité, dans ce premier sens, c'est bien le respect de la valeur inconditionnelle de l'être humain, quel que soit son état, quelle que soit l'image que la société renvoie de lui, quelle que soit même l'image qu'il se fait de lui. Nous savons bien que nous sommes dans une société où l'essentiel, c'est d'être performant, d'être à la hauteur d'un certain nombre de capacités, et que notre société, quoi qu'elle en dise, quels que soient les progrès au demeurant sensationnels qu'elle fait dans l'accueil du handicap, est une société qui, paradoxalement et même contradictoirement, délivre en même temps un autre message qui consiste à toujours dire que, bien entendu, le sujet est pleinement humain quand il est épanoui, bien dans sa peau, quand il est capable de faire le maximum de choses. Or, nous savons bien que nous ne pouvons pas faire indéfiniment et à tous les moments de notre vie énormément de choses. Il y a des choses qui finiront par ne plus pouvoir être possibles. Cette exigence de rentabilité, de productivité, d'épanouissement, de capacité d'action, nous savons bien que ce n'est pas toujours possible. Donc cette dignité que j'inscris là au socle de la réflexion me paraît être une des vertèbres éthiques essentielles pour bien conduire la délibération éthique et ne pas se laisser emporter par des glissements sémantiques qui, au demeurant, sont permis par la langue, puisqu'elle est polysémique, quand on voit que la dignité serait finalement un équivalent d'une certaine conformité à des normes déterminées, serait une certaine conformité à des comportements, à des états. D'un côté, une dignité intrinsèque à l'être humain, intouchable. D'un autre côté, une dignité qui, elle, serait quasiment évaluée en fonction du respect d'un certain nombre de normes déterminées. Je serais plus ou moins digne. Ces deux usages sont parfaitement légitimes dans la langue. Je n'en disconviens pas, bien sûr, mais le danger, c'est de les rabattre l'un sur l'autre. Combien de fois je me suis trouvé sur des tribunes, sur des estrades, avec des personnes de la DMD, par exemple, et qui finissent par admettre qu'en effet, le choix de ce mot n'était pas très heureux. Moi, je rends hommage à André Comte-Sponville, avec lequel je suis pourtant en désaccord, parce que lui, qui fait partie du comité de parrainage de l'Association du droit et de la dignité, a quand même écrit que le mot était vraiment très, très malheureux, puisque pour lui, philosophe sérieux, la dignité, c'est d'abord précisément ce que je viens d'en dire, c'est-à-dire cette valeur inconditionnelle accordée à l'être humain, quelle que soit sa situation. Et donc finalement, il en convient, et il n'est pas le seul d'ailleurs dans ce mouvement, c'est plutôt le droit de mourir dans la liberté que dans la dignité qui est revendiqué. Ce qui modifie complètement la nature même du débat contemporain. Alors je me précipite un petit peu en cette fin de séance parce que le temps m'est compté et je voudrais, dans les dernières secondes qui me sont peut-être encore octroyées, souligner le fait que c'est la dimension interrelationnelle, la dimension relationnelle qui compte. Je crois qu'il serait dangereux, douteux, que nous définissions l'autonomie selon la grille que j'ai dénoncée en commençant mon propos, comme celle d'un sujet abstrait. Il n'y a d'autonomie que relationnelle, qu'en relation avec autrui. Et il y a eu, je crois, un grand article dans notre Code de la santé publique, et ce n'est pas un article de la loi Leonetti, c'est un article antérieur de la loi Kouchner. Il est passé maintenant dans le Code de la santé publique sous le numéro 1111-4, et il dit « Toute personne prend avec le personnel de santé et compte tenu de ses informations et préconisations les décisions qui concernent sa santé. » Et alors, je n'ai pas le temps de le raconter ici, mais ce texte qui a été voté a été au départ très, très controversé, et justement l'accord des sénateurs et des députés était remarquable, parce qu'ils ont fini par dire oui, là c'est la personne qui ultimement doit consentir à ce qui lui est fait. On n'a pas le droit de faire quelque chose à quelqu'un sans son consentement. Mais cette décision qu'elle prend, elle ne la prend pas seule, elle la prend avec. Et c'est ce mot « avec » que je voulais souligner en terminant. Je vous remercie.